Je ne pensais jamais que les investisseurs mettraient autant d'argent un jour dans des actifs cryptographiques. Pourtant, c'est bien ce qui s'est passé en 2021. La finance décentralisée, abrégée DeFi, a connu cette année-là un boom sans précédent, au point de faire douter pour la première fois les banques traditionnelles. Regarde bien cette courbe montrant l'évolution de la valeur totale verrouillée, TVL, c'est-à-dire la valeur globale des actifs cryptographiques déposés dans un protocole de finance décentralisé. De 1 milliard d'actifs le 24 mai 2020, la valeur totale est passée à 252 milliards. À titre de comparaison, la capitalisation de BNP Paribas, la plus grosse banque française, est de 60,3 millions d'euros au moment où je tourne cette vidéo. Bon, j'imagine que tu n'es pas venu pour me voir parler de gros chiffres qui claquent. Tu es là pour comprendre ce qu'est la finance décentralisée. Et peut-être pour apprendre comment tu peux l'utiliser pour être vraiment maître de tes finances, diversifier tes investissements et générer des intérêts substantiels en toute sécurité, parier sur le futur de la finance. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Je m'appelle Jean-Baptiste, je suis auteur de 2 livres sur les NFT et le fondateur de l'Académie du Web3, dont le but est d'aider 500 000 Françaises et Français à découvrir le Web3 d'ici 2025. Bienvenue à toi. Cette vidéo est celle que j'aurais aimé voir il y a 1 an quand j'ai découvert la DeFi. Je n'y comprenais absolument rien, je découvrais plein de concepts que j'imaginais s'entremêler, mais je n'arrivais pas à les relier ensemble. J'ai donc passé des mois à faire des recherches approfondies sur la DeFi et j'ai mis la main à la pâte. Aujourd'hui, je suis en mesure de te partager mes découvertes. Et c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo éducative. Mon but est donc aujourd'hui de te faire passer du point A, qui est « je ne comprends rien à la finance décentralisée et je ne comprends même pas son intérêt », au point B, je comprends les fondamentaux de la DeFi et je suis maintenant autonome pour faire mes recherches en sécurité. Alors, qu'est-ce que la finance décentralisée? Si on regarde les termes, c'est assez simple. On reparle de finance, qui est un domaine d'activité qui consiste à fournir de l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. Finalement, cela peut être tout ce que fait la banque, le prêt, l'emprunt, l'investissement, l'échange de monnaie et les autres produits financiers. Maintenant, que veut dire décentraliser? Cela veut dire transférer une partie du pouvoir qui appartenait à un organe central à des organismes locaux, c'est-à-dire rendre plus autonome. En France, on dit que l'État est centralisé. Tout se passe à Paris, comme on le voit sur cette carte des chemins de fer. La promesse de la finance décentralisée est donc de rendre une partie du pouvoir aux individus en ce qui concerne la réalisation des opérations économiques. Plus grand pouvoir dit cependant plus grande responsabilité. Dès maintenant, il est important que tu comprennes qu'en finance décentralisée, ton banquier ne sera pas là pour t'aider si tu t'es fait pirater ton porte-monnaie virtuel qui est appelé wallet dans le jargon crypto. Il y a néanmoins des moyens simples de se protéger, comme par exemple en ne te connectant pas dans des sites louches, en faisant très attention aux messages trop beaux pour être vrais, en ne partageant pas ta seed phrase, les 24 mots que tu dois conserver précieusement lorsque tu crées ton wallet. Passé ce premier avertissement indispensable, tu dois savoir aussi que la finance décentralisée propose déjà des services exceptionnels. Tu peux emprunter de l'argent sans les banques, même si tu es freelance. Tu peux même prêter de l'argent de manière sécurisée à d'autres individus et obtenir des intérêts en plaçant ton argent habilement. Il existe même un système de loterie sans perte. Mais avant de te partager ces opportunités, essayons de comprendre l'émergence de cette finance décentralisée. Car tu ne sais toujours pas pourquoi la DeFi s'est créée. Tout commence avec le Bitcoin, la première crypto-monnaie, qui permet d'envoyer des paiements de le monde entier de manière décentralisée, c'est-à-dire sans l'intervention d'un tiers comme une banque. Et cela grâce à la technologie blockchain. Le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, avait une dent contre la finance traditionnelle, notamment ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. Les réserves fractionnaires, c'est quand les banques peuvent créer de l'argent même sans l'avoir physiquement dans leur coffre. Alors que grâce au code informatique inviolable du Bitcoin, le nombre de Bitcoins en circulation ne dépassera jamais 21 millions d'unités.
Le Bitcoin se définit alors comme une vraie réserve de valeur, semblable à l'or. Nous venons de mettre le doigt sur un concept essentiel de la finance décentralisée. C'est la gouvernance algorithmique. Cela signifie que les règles sont écrites dans le code. Comme la règle qui dit que le Bitcoin ne dépassera jamais les 21 millions d'unités. Les contrats intelligents, régis par le code, fonctionnent comme des intermédiaires pour que les acheteurs, les vendeurs, les prêteurs et les emprunteurs puissent interagir de pair à pair, de personne à personne, sans avoir besoin d'entités ou d'institutions centralisées pour arbitrer ces mêmes transactions. Ces contrats sont généralement déployés sur une blockchain. Cette dernière est normalement sécurisée et incorruptible, pas comme nous, les humains. Mais revenons à l'histoire de la DeFi, notamment avec Bitcoin. Bitcoin avait des limites à cause de son langage de programmation. On pouvait difficilement l'utiliser pour faire autre chose qu'une réserve de valeur, ce qui est déjà pas mal, je vous l'accorde. Le problème, c'est que chaque système financier, s'il veut se développer et atteindre le grand public, doit pouvoir proposer d'autres services comme le prêt, l'emprunt, le financement d'entreprise ou les dérivés. C'est pourquoi Vitalik Buterin, en 2015, inspiré par le Bitcoin, a créé la blockchain Ethereum avec le langage Solidity et la possibilité de créer des applications décentralisées qu'on appelle des apps. Je t'en parle dans un instant. Pour résumer ce que nous venons d'apprendre, voici comment on pourrait différencier la finance traditionnelle, appelée TradFi, et la finance décentralisée, appelée la DeFi. Je précise que le tableau que je vais vous montrer à l'écran vient du site officiel Ethereum. Il est donc évidemment biaisé. Je te propose d'utiliser ton esprit critique et d'aller au-delà de ce qui est dit dans le tableau. Mais évidemment, je le trouve hyper intéressant et c'est pour ça que je te le partage aujourd'hui. C'est parti. Dans la DeFi, vous détenez votre argent, alors que dans la TradFi, votre argent est détenu par des entreprises. Dans la DeFi, vous contrôlez où va votre argent et comment il est dépensé, alors que dans la TradFi, vous devez faire confiance aux entreprises pour ne pas mal gérer votre argent, comme prêter à des emprunteurs à risque. Dans la DeFi, les transferts de fonds se font en quelques minutes, alors que dans la TradFi, les paiements peuvent prendre des jours en raison des processus manuels. Dans la DeFi, l'activité de transaction est pseudonyme, alors que dans la TradFi, l'activité financière est étroitement liée à votre identité. La DeFi est ouverte à tous, alors que dans la TradFi, vous devez faire une demande pour utiliser les services financiers. Dans la DeFi, les marchés sont toujours ouverts, alors que dans la TradFi, les marchés ferment parce que les employés ont besoin de pause. La DeFi repose sur la transparence, c'est-à-dire que n'importe qui peut consulter les données d'un produit et inspecter le fonctionnement d'un système, parce que le code source des protocoles justement est open source, alors que dans la TradFi, les institutions financières sont des livres fermés. Vous ne pouvez pas demander à voir leur historique de prêt, un relevé de leurs actifs gérés, etc. Tu as maintenant une meilleure idée des différences entre la finance décentralisée et la finance traditionnelle, mais tu ne sais ni ce qu'on peut concrètement faire avec la finance décentralisée, ni comment générer des revenus en sécurité. C'est ce que je vais t'expliquer dans les 2 prochaines minutes. Tu vas voir, c'est assez fascinant. Maintenant, rappelle-toi de ce que je te disais en intro. La finance décentralisée cherche à créer un nouvel écosystème financier. Pour cela, elle se base sur les 9 catégories principales que tu vas découvrir maintenant. Rappelle-toi qu'il y en a beaucoup d'autres, puisque la DeFi a vocation à remplacer quasiment toutes les catégories de la finance traditionnelle. Néanmoins, ne soyons pas dupes, cela prendra du temps. Et même, on peut se poser la question suivante. Est-ce désirable ? C'est un long débat, mais la décentralisation d'absolument tout n'est pas forcément une bonne chose. Un monde financier qui s'articule entre entités centralisées et protocoles décentralisés est sans doute un avenir plus réaliste. Mais trêve d'analyse. Quelles sont les 9 catégories de la DeFi ? Commençons par les stablecoins, une brique essentielle de l'écosystème DeFi. Un stablecoin est tout simplement une crypto-monnaie stable, souvent adossée au cours du dollar. Cela signifie que son cours ne varie que très peu par rapport aux autres crypto-monnaies. Quand on sait qu'une crypto peut varier de 10, 20, voire 100 à 200% en une journée, c'est plutôt utile. L'écosystème DeFi permet aussi le prêt et l'emprunt.
Il s'agit d'un type de financement décentralisé qui permet aux investisseurs de prêter leur crypto-monnaie à différents emprunteurs. De cette manière, tu obtiens des paiements d'intérêt en échange. On les appelle les crypto-dividendes. Le prêt crypto fonctionne de la même manière qu'un prêt classique. Dans le prêt classique, tu utilises ta fiche de salaire ou moins couramment ta voiture ou ta maison comme garantie de prêt. Ici, tu utilises simplement un autre type de garantie qui sont des crypto-monnaies pour sécuriser les fonds de ton prêt. De cette manière, le prêteur pourra vendre les actifs de l'emprunteur dans le cas où ce dernier ne réussirait pas à rembourser le prêt. Les principaux projets pour le prêt sont pour les décentralisés Maker, Compound, Instadapp, Nuo Network, Dharma, et pour les centralisés BlockFi, Celsius, ETH-Land, Nexo et Salt. Maintenant passons à la troisième catégorie qui sont les échanges de crypto-monnaies. Il s'agit de plateformes pour acheter ou vendre et échanger des crypto-monnaies. Alors sur ce sujet, un débat est toujours en cours dans le monde crypto. Voici la question qui se pose généralement. Est-il préférable d'échanger des cryptos en utilisant des échanges centralisés CEX tels que Binance, KuCoin, FTX, Kraken ou Coinbase, ou des échanges décentralisés abrégés DEX tels que Uniswap, SushiSwap, OneInch, DYDX, PancakeSwap, etc. Alors si tu ne le sais pas encore, un Centralized Exchange, CEX, est un type d'échange de crypto-monnaie exploité par une entreprise qui le possède de manière centralisée. Il y a donc un PDG et des employés, comme dans une entreprise classique. On les surnomme les crypto-banques. Un Decentralized Exchange, DEX, est une plateforme d'échange de crypto-monnaies basée sur des fonctionnalités programmées sur la blockchain, c'est-à-dire dans des contrats intelligents. Le trading est de personne à personne ou entre pools de liquidités. On va découvrir ce que c'est dans la suite de cette vidéo. Alors personnellement, pour la simplicité d'utilisation, notamment l'envoi des euros que je transforme en Ether, j'utilise Coinbase, mais ensuite j'envoie presque tout sur mon wallet MetaMask pour posséder mon argent et interagir avec des protocoles décentralisés qui présentent selon moi plus d'avantages. Passons maintenant à la quatrième catégorie, les dérivés. À l'instar de la finance traditionnelle, les produits dérivés sont des contrats qui tirent leur valeur de la performance d'un actif sous-jacent. La principale application de DeFi est Synthetix, une plateforme décentralisée qui offre une exposition à différents actifs comme le dollar, l'euro, le livre sterling, etc. La cinquième catégorie, c'est le management de fonds. La finance décentralisée donne à chacun la possibilité d'être sa propre banque et être son propre gestionnaire d'actifs. Avec la DeFi, tu peux utiliser plusieurs protocoles ensemble pour obtenir un rendement grâce à ce qu'on appelle la composabilité, un gros point fort de la DeFi. En gros, cela veut dire que tu peux jongler entre plusieurs protocoles pour obtenir un rendement, comme ces protocoles sont open source. Tu peux même créer un nouveau protocole en te servant du code open source des autres. Mais revenons au management de fonds. La difficulté, comme dans la finance traditionnelle, de gérer ces fonds, c'est que ça peut prendre du temps. C'est pour cela qu'il existe des gestionnaires de fonds dans la DeFi, comme dans la TradFi. La sixième catégorie, c'est la loterie. Alors l'un des protocoles DeFi innovants est le système de loterie sans perte, qui permet aux participants d'acheter des billets et d'avoir une chance de gagner des récompenses. Alors l'avantage par rapport à la loterie classique, c'est que le capital initial des participants n'est jamais perdu et qu'ils peuvent continuer à participer au futur tirage de loterie. Je t'explique dans la dernière partie de cette vidéo comment cela marche exactement. La septième catégorie, ce sont les paiements. Les paiements cryptographiques signifient simplement l'acte d'utiliser n'importe quelle crypto pour payer des biens et des services, comme avec les monnaies fiduciaires conventionnelles. Je connais par exemple quelques projets qui souhaitent démocratiser le paiement en crypto-monnaie pour les marchands comme les boulangers, les bouchers, etc. La huitième catégorie, ce sont les assurances. L'assurance est encore une autre partie de la finance traditionnelle qui peut être reproduite dans la finance décentralisée. Alors, l'une des applications les plus populaires de l'assurance dans la DeFi est la protection contre la défaillance des contrats intelligents ou la protection des dépôts.
Les projets de DeFi les plus connus dans ce domaine sont Nexus Mutual ou Opin. Maintenant, la gouvernance est la 9e catégorie. L'émergence de la blockchain et des contrats intelligents couplés aux valeurs de la décentralisation ont permis la création de ce qu'on appelle les DAO, les Decentralized Autonomous Organization, pour organisation autonome décentralisée. Sur ce sujet, j'ai fait une vidéo entière. Je te propose donc de la visionner si tu veux en savoir davantage. Une DAO est une entité regroupant une communauté et fonctionnant grâce à un programme informatique qui fournit des règles de gouvernance automatiques. Ces règles sont inscrites de façon immuable et transparente dans une blockchain. C'est terminé pour cette partie et tu es toujours là. Donc vraiment merci, ça fait hyper plaisir. Et je te promets que tu vas pas perdre ton temps, parce que la suite de la vidéo s'annonce vraiment passionnante, car je vais te révéler les protocoles qui ont révolutionné la finance décentralisée, puis je te partagerai les 6 moyens fiables de générer des revenus avec la DeFi. Les premiers projets DeFi ont commencé à se développer lors de l'ère des ICO, Initial Coin Offering, une sorte de levée de fonds en crypto en 2017. Certains projets ont échoué alors que d'autres vivent encore et sont des leaders du domaine comme Aave, qui est un protocole de finance décentralisée qui permet aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies, ou encore Synthetix, un protocole de liquidité pour les dérivés. Mais je vais ici commencer l'histoire des projets DeFi en 2018 avec la création d'Uniswap. Uniswap est un échange de crypto-monnaies décentralisées, DEX, qui permet des transactions se faisant sans tiers de confiance. Pour cela, ce sont les utilisateurs, comme toi et moi, qui ramènent de la liquidité eux-mêmes dans le protocole. Un peu, si on peut dire, comme si tu prêtais des dollars ou des euros à un bureau de change à Paris et que tu recevais des intérêts pour ça. Sauf que là, tout est géré par un système intelligent qui fixe les taux de change en temps réel. Cela s'appelle un AMM pour Automated Market Maker. En 2020, il y a eu aussi Compound, un protocole qui fait du prêt et de l'emprunt. C'est le premier projet DeFi qui a récompensé ses utilisateurs les plus fidèles par de la crypto au prorata de leur participation grâce à un process nommé le Liquidity Mining. Ce process a aussi favorisé le développement de ce qu'on appelle le yield farming pour agriculture de rendement, car les utilisateurs étaient incités à basculer entre emprunt et prêt de différents jetons pour obtenir le meilleur rendement possible. En 2020, il y a eu aussi la création de Yearn Finance. Il s'agit de ce qu'on appelle un yield optimizer, un optimisateur de rendement ou d'intérêt, dont le but est, comme son nom l'indique, d'optimiser des opérations de façon à obtenir automatiquement les meilleurs rendements disponibles sur différentes plateformes de finance décentralisée. Yearn Finance se base sur la composabilité de la finance décentralisée et utilise plusieurs protocoles open source pour dégager des rendements. Les protocoles mentionnés précédemment se sont développés sur la blockchain Ethereum. Mais comme pour les NFT, les frais de transaction sur la blockchain exorbitants, on appelle ça les frais de gaz, ont poussé des entrepreneurs à créer de nouvelles blockchains et des utilisateurs à les utiliser. Examinons ensemble le tableau que tu vas voir à l'écran. Il existe différents types de blockchains. Sur celles-ci sont construits des protocoles permettant de faire différentes opérations financières, les catégories que nous avons listées ci-dessus. Alors Ethereum est toujours leader, mais des blockchains comme Terra ou la Binance Smart Chain ont attiré des volumes de plus en plus importants lors de l'année 2021. Sur ce point, j'aimerais te mettre en garde en te donnant un exemple. Au moment où j'ai pris la première capture d'écran, tout le monde était en admiration sur la blockchain Terra et son protocole Encore, qui proposait des rendements de presque 20% sur son stablecoin UST. Mais en mai 2022, le stablecoin UST de la blockchain Terra s'est littéralement crashé. Et si je reprends une capture d'écran aujourd'hui, alors tu vois que Terra ne fait absolument plus partie du top 10. J'en déduis la chose suivante, c'est que la DeFi est un espace prometteur, mais encore hautement expérimental. Je te conseille donc en 1.
de ne pas te lancer sans vraiment bien connaître le domaine. Donc regarder cette vidéo est déjà une excellente chose. Puis je te conseille en deux, de faire confiance à Ethereum uniquement et de ne pas aller t'aventurer à mettre ton argent dans d'autres protocoles, surtout si tu débutes. Ensuite, quand tu auras l'expérience, que tu comprendras mieux, eh bien tu pourras, si tu le souhaites, te permettre des petits coups de poker. Maintenant que tu as compris cela, voici comment il est possible de générer des revenus sur la DeFi. Dans cette introduction DeFi 101, je vais mentionner 6 manières de gagner de l'argent avec la finance décentralisée: le stacking, le prêt, le yield farming, l'apport de liquidité, l'investissement immobilier et la loterie sans perte. Évidemment, je ne suis pas habilité à donner des conseils financiers et je ne t'en donnerai pas. Je souhaite juste t'expliquer les différents mécanismes. C'est parti, commençons par le stacking. Le stacking désigne le processus par lequel des utilisateurs verrouillent leur crypto dans un contrat intelligent et gagnent ainsi plus du même jeton. Par exemple, je stack personnellement ma crypto EGLD de la blockchain Elrond sur Maillard, ce qui me permet de gagner des EGLD avec 11,85% d'APR. L'APR est l'intérêt brut gagné sur un an, comme le livret A. C'est de l'intérêt simple. EGLD est le token natif de la blockchain Elrond comme ETH et le token natif de la blockchain Ethereum. Le stacking finalement fonctionne un peu comme un livret d'épargne. Attention cependant au risque de volatilité de la crypto que tu bloques. L'euro varie peu, mais les cryptos oui. On dit souvent que le stacking est un moyen de compenser les risques dus à la volatilité du marché crypto. Dans la DeFi, il existe aussi les prêts. C'est en fait tout simple. En fait, tu fais comme la banque. Tu prêtes ton argent sous forme de crypto et tu reçois des intérêts. La troisième approche pour générer des revenus avec la finance décentralisée consiste à devenir apporteur ou fournisseur de liquidités crypto. C'est finalement ce que je t'ai décrit avec Uniswap. Tu joues le rôle d'un bureau de change en fournissant de la liquidité en deux cryptos, par exemple DAI et ETH. Ensuite, tu es récompensé pour ce rôle par le protocole qui te verse une partie des frais de transaction. En DeFi, tu peux aussi faire du yield farming, c'est-à-dire de l'agriculture de rendement crypto. Lorsque tu fournis des liquidités à un protocole DeFi en y verrouillant tes actifs, tu reçois des jetons dits LP. Ces jetons de liquidité provenant des échanges décentralisés récompensent les utilisateurs qui injectent de la liquidité dans leur pool afin de rendre leur opération possible. Avec ces jetons, tu as ensuite deux choix. Le choix 1, tu peux conserver les jetons LP et les échanger pour récupérer ta mise initiale et d'autres récompenses associées. Le choix 2, tu peux choisir l'agriculture de rendement. Donc là, tu verrouilles tes jetons LP dans des fermes de rendement, qui sont des protocoles DeFi, et tu gagnes des récompenses dans le même jeton ou dans des jetons différents. Maintenant, la DeFi te permet aussi d'investir dans l'immobilier. Tu achètes des biens immobiliers tokenisés ou jetonisés, c'est-à-dire divisés en une quantité définie de jetons. Tu obtiens ensuite un revenu par l'intermédiaire des loyers, dépendant du nombre de jetons que tu possèdes. Si tu achètes toutes les parts de la maison, sous forme de jetons, alors tu touches la totalité du loyer. Au moment où je tourne cette vidéo, il existe une seule entreprise qui fait cela à ma connaissance, c'est Real IT aux États-Unis. L'entreprise achète des maisons et les sépare en tokens que tu peux acheter. Par exemple, quand j'ai regardé sur leur site, en achetant un token à 50,31$, tu obtiens 5,28$ de loyer par an, ce qui représente un rendement de 10,5%. Évidemment, si tout se passe bien. La dernière manière de générer de revenus dans la DeFi est ce qu'on appelle la loterie sans perte. Alors j'en ai déjà parlé dans les catégories, le protocole le plus connu est Pool Together, où tu déposes tes cryptos. Pool Together place ensuite tes cryptos sur d'autres protocoles. Tes cryptos donnent un rendement, ils prennent donc Pool Together le total des rendements et distribuent la somme des intérêts aux gagnants tirés au sort chaque jour. Donc au final tu ne perds pas d'argent, mais tu n'en gagnes pas non plus, sauf si tu es tiré au sort. C'est fini pour les manières de générer des revenus avec la DeFi.
Via cette vidéo, tu as déjà fait un pas de géant dans la compréhension de la finance décentralisée et du Web3. Mais il y aurait encore des tas d'éléments à te présenter sur la DeFi, comme savoir analyser un projet DeFi en 8 étapes pour éviter les arnaques, les raisons cachées qui expliquent pourquoi Ethereum perd du terrain face aux autres blockchains, et surtout, comment passer à la pratique. Car finalement, c'est le plus important dans la finance décentralisée. Et d'ailleurs, c'est justement ce que je fais avec les élèves de mon bootcamp l'Iliade. On passe à la pratique. Alors l'Iliade est une expérience pédagogique en petits groupes de 20 personnes alliant théorie et pratique, live et vidéo enregistrées pour t'aider à explorer tout l'espace Web3. Tu endosses les habits d'un Web3 naute qui va explorer tel un héros des temps modernes les planètes du Web3, dont la planète DeFi. Sur 6 semaines, nous voyons en détail ce que sont les DAO, les crypto-monnaies, les NFT, le métaverse, la finance décentralisée. Et comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, on passe à l'action. On investit des cryptos dans des sites sécurisés, on crée ensemble un NFT, on visite le métaverse, on intègre des DAO, on fait nos premiers pas dans la finance décentralisée. Alors si tu es intéressé, tu peux candidater en cliquant sur le lien dans la description. J'ai déjà d'excellents retours de mes anciens élèves, donc va jeter un coup d'œil à la page de présentation, ça vaut le coup. En revanche, si tu n'es pas intéressé par le bootcamp, mais que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker pour le soutien, c'est le pouce bleu juste en dessous, et suivre l'académie pour plus de vidéos sur le Web3. C'était un plaisir de tourner cette vidéo, à très vite, bye bye.